Madame la représentante du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, Madame la représentante du gouvernement, Mesdames et Messieurs, chers collègues et chers étudiants, merci de votre présence à l'université et bonjour à tous. Cette journée s'annonce en effet riche et dense sur le thème des ressources humaines en Nouvelle-Calédonie. Vous le savez sans doute largement déjà, mais je le répète largement chaque fois que nous organisons ce genre d'événements. La vocation de l'université est double, vocation en termes de recherche et d'enseignement supérieur. Aujourd'hui, c'est bien la mission de recherche scientifique de notre établissement qui nous réunit. Pour mener ces travaux de recherche, l'université dispose de 6 équipes de recherche et pour ce colloque, c'est le LARGE, le laboratoire de recherche juridique et économique, qui s'est une nouvelle fois mobilisé pour nous proposer de réfléchir sur une thématique relevant des compétences des institutions de la Nouvelle-Calédonie, à savoir la gestion des ressources humaines. Je veux réaffirmer devant vous ce matin qu'il s'agit bien du rôle de l'université que de s'interroger sur toutes les problématiques scientifiques, et notamment celles qui concernent plus particulièrement la Nouvelle-Calédonie, car l'université a pour ambition de participer au développement du pays, non seulement par la formation de ses futures élites, mais également en contribuant à accroître notre connaissance autour des grandes questions qui préoccupent la Nouvelle-Calédonie. Ce thème des ressources humaines me permet de partager avec vous la contribution de l'université aux ressources humaines des employeurs de Nouvelle-Calédonie. L'UNC est un établissement pluridisciplinaire qui offre aux jeunes Calédoniens une gamme variée de formations dans les standards des diplômes universitaires nationaux et européens que sont le DUT, la licence, le master ou le doctorat. C'est une offre de formation vaste, mais que nous construisons dans un dialogue nourri avec les institutions, avec les responsables politiques, économiques et syndicaux de la Nouvelle-Calédonie. Le dernier exemple est la création de l'IUT, l'Institut universitaire de technologie, créé en 2014, demandé par le comité des signataires en 2013 et ouvert pour sa première promotion en 2015. Cette première promotion était un DUT de gestion des entreprises et des administrations. Ça l'est toujours d'ailleurs puisque cette formation va être diplômée cette année. La seconde ouverture, c'est celle d'un DUT métier du multimédia et de l'Internet qui s'est faite cette année. Nous enrichissons également ce dispositif avec des licences professionnelles qui sont des formations professionnelles comme leur nom l'indique, mais en un an et qui ont souvent vocation à prendre la suite des DUT et des BTS, même si un étudiant qui est inscrit en licence généraliste peut se réorienter vers une troisième année de licence professionnelle. Autre exemple, dans la même veine, mais dans les domaines littéraires, la mise en place à l'université entre cette année et l'année prochaine d'une licence de langues étrangères appliquées avec une formation en anglais et espagnol d'une part et en anglais et japonais d'autre part, ce qui correspond à un vrai besoin de main-d'œuvre qualifiée, bilingue et trilingue, notamment pour l'industrie touristique de la Nouvelle-Calédonie, mais également pour tout ce qui a trait au commerce international, du fait des besoins générés par nos liens avec le Japon et notre proximité évidente avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. La question des ressources humaines nous renvoie également à la problématique de l'emploi et du recrutement local. La logique est ici assez implacable puisque pour réussir cette politique d'emploi local, eh bien, la clé réside dans une bonne formation de nos ressources humaines calédoniennes. Aussi, l'université s'efforce d'apporter sa contribution à résoudre cette problématique d'emploi local en produisant, mais des guillemets, en produisant une main-d'œuvre calédonienne bien formée et opérationnelle de Bac+2 à Bac+8. Je veux aussi mettre en lumière une caractéristique de l'UNC qui est sa petite taille. Sa petite taille permet
une flexibilité et une adaptabilité qui sont relativement importantes pour répondre aux besoins en compétences du marché du travail. En effet, nous pouvons assez facilement mettre en sommeil des formations, notamment les licences professionnelles que j'ai mentionnées tout à l'heure, dès lors que les segments du marché du travail qu'elles alimentent nous apparaissent saturés et nous pouvons réorienter l'offre de formation en ouvrant d'autres licences pro. C'est ce que nous avons fait dans le passé et que nous continuerons à faire. Ceci nécessite bien entendu, pour que cette adaptabilité ait un sens, que les besoins des acteurs économiques soient identifiés et nous remontent. Alors, il y a des études qui sont faites, mais il y a toujours des lacunes pour identifier les besoins en telle ou telle compétence en année N, mais encore plus si on se projette à bac, pas à bac plus 5, mais à N plus 5, puisque l'université, elle, se projette à cet horizon-là. C'est les contrats qui la lient à son ministère de tutelle sont des contrats quinquennaux. Donc je profite ici de cette allocation d'ouverture pour lancer un appel aux responsables institutionnels, aux syndicats d'employeurs, aux fédérations d'employeurs, aux différents DRH qui sont présents. Et le message est le suivant, c'est n'oubliez pas que l'université de la Nouvelle-Calédonie, c'est votre outil pour préparer les ressources humaines que vous embaucherez demain. Déjà, un nombre important, voire très important, et en tout cas croissant, de jeunes Calédoniens formés à l'université commencent un peu partout à peupler les postes à responsabilité en Nouvelle-Calédonie. Et nous ne pouvons que nous en réjouir. Je vais laisser la place aux échanges qui, j'en suis sûr, seront riches et fructueux pour tous. Et juste avant cela, j'adresse mes sincères remerciements à l'ensemble des participants au colloque. Je vous avoue que j'attendais pas telle affluence, surtout à 8 heures comme cela, et qu'on commence à l'heure. Et je salue tout particulièrement les équipes d'organisation de cette journée, et notamment Marc Dumas, Jean-Marc Bascouret et Bernard Grand du Large, qui sont les universitaires en sciences de gestion. Je remercie également la directrice du laboratoire, Catherine Ries, la direction de la communication de l'université, sa direction technique et logistique qui filme l'événement, et évidemment les étudiants mobilisés pour faire de cette journée d'études une très belle réussite. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Donc maintenant, on va entendre l'allocution de Catherine Ries, la directrice du laboratoire en charge d'organisation de ce colloque. Merci. Merci Sylvian, merci. Bonjour à tous. Bonjour aux collègues, aux responsables, aux étudiants très nombreux qui sont là aussi avec nous ce matin. Je me réjouis, moi, comme le président, de vous voir aussi nombreux autour de ce thème, ce qui montre bien, je pense, que le thème est d'importance, la gestion des ressources humaines en Nouvelle-Calédonie face aux nouveaux enjeux, à ce qui se met en place sur le marché du travail, à la réglementation, aux besoins de formation, aux conditions de travail. Vous allez pouvoir évoquer ça, travailler sur ces sujets tout au long de la journée. Alors, comme le disait le président, c'est vrai que la mission de l'université est de participer à la production de connaissances, en particulier sur les domaines qui concernent directement la Nouvelle-Calédonie. On fait de la recherche fondamentale à l'université, mais on fait aussi beaucoup de recherche appliquée. On organise des manifestations scientifiques qui accompagnent le pays dans sa construction, et celle-ci en fait partie. La mission du laboratoire, du large laboratoire donc de recherche juridique et économique, est d'accompagner cette émancipation du pays. On organise à peu près un colloque par an. L'année dernière, on s'est réunis, certains d'entre vous étaient déjà là pour le colloque sur le droit économique en Nouvelle-Calédonie. Cette année, on se réunit autour du thème des ressources humaines. On se reverra en fin d'année sur le thème de l'identité. Un autre colloque est prévu en milieu d'année prochaine, sans doute au premier semestre, sur la crise des finances publiques. Donc voilà, un petit peu cette journée s'inscrit dans nos manifestations scientifiques qui, de par votre présence encore aujourd'hui, montrent leur intérêt pour
la Nouvelle-Calédonie. Alors mes remerciements vont bien sûr à tous ceux qui ont accepté de participer à ces discussions. On a beaucoup aujourd'hui sur les tables rondes, beaucoup de dirigeants d'entreprises, on a des responsables des ressources humaines dans les organisations, on a des responsables d'organisations patronales, on a les institutions aussi qui nous ont bien accompagnés par leur présence ce matin, l'IDC, l'ISE, on a la direction du travail qui interviendra aussi. Voilà, un grand merci aussi, félicitations aux collègues qui ont organisé cette journée. Hein. Ça peut paraître souvent une fois qu'on est là, on se dit c'est bien, mais il y a beaucoup de travail. Il y a eu un grand travail de terrain qui a été fait par nos collègues, donc Marc Dumas qui est avec Jean-Marc Bascouré et Bernard Grand, l'organisateur de cette journée. Un travail d'entretien avec beaucoup d'entre vous et beaucoup qui ne sont pas là aussi. Un travail d'enquête aussi, et ces résultats vont vous être présentés aujourd'hui pour un peu, enfin pas pour un peu, mais pour réellement pouvoir conforter les bases sur lesquelles on va partir. On va aujourd'hui essayer de poser des problématiques qui sont réelles, aller au-delà de ce qu'on pourrait appeler la discussion de comptoir sur laquelle on peut échanger sur des problèmes. Là, on va essayer de vérifier dans les faits au travers du travail de terrain et du travail statistique qui a été fait par nos collègues de ces enjeux pour savoir d'où on va pouvoir partir. Voilà, donc un grand merci et je vous souhaite une très bonne journée de travail et on va pouvoir commencer, je crois. Merci Catherine. Donc oui, en effet, on va pouvoir commencer. On sera presque à l'heure et donc Marc, je te laisse aux manettes maintenant. Merci à tous encore d'être venus et voilà, on commence. Merci. Bonjour à tous. Alors moi je vais également remercier tout d'abord le large, disons l'université, ses services support, donc la communication, les services techniques, bien évidemment pour l'appui donc à cette manifestation, à cette belle journée en perspective. Je remercie donc le large et également sa directrice, professeure Catherine Ries, pour l'appui financier également à cette manifestation. Alors je remercie les personnes extérieures à l'université, les responsables de la fonction RH, les dirigeants, qui vont apporter donc au cours de cette journée donc leur témoignage et échanger donc lors des tables rondes. Je remercie les institutions également qui ont de nombreux représentants et qui sont largement représentés aux tables rondes, donc l'ISE, l'IDCNC, la DTE, donc avec donc la clôture qui sera faite par donc sa directrice Magda Thureau. Je remercie aussi les organisations professionnelles, notamment donc le MEDEF, la CGPME et la NDRH pour nous avoir reçus, pour avoir aussi écouté, nous avoir écouté et avoir montré de l'intérêt donc sur le thème des ressources humaines et pour leur soutien donc à cette manifestation. Bien évidemment, alors on a pris déjà un petit peu de retard, donc je vais faire très court. Donc vous remercier tout d'abord d'éteindre votre téléphone portable, notamment donc pour pas déranger donc les échanges. Donc la matinée va être entrecoupée donc d'une pause. Donc vous pourrez donc sortir, vous désaltérer et reprendre assez rapidement vos places. Donc mon rôle, ça va être aussi, alors intervenant, mais aussi tenir le temps, respecter le temps. Donc j'espère que vous allez être satisfait de cette journée et que les échanges surtout vont être fructueux. Ce qu'on attend donc à la suite aux interventions, c'est des questions et qu'on puisse débattre. Donc belle et bonne journée à tous. Madame Véronique Ujicas va faire donc la première présentation. Donc l'objectif de cette première partie donc de matinée, c'est d'avoir une approche macroéconomique sur le marché du travail, donc avec donc une présentation donc de données que je dirais repères sur le marché du travail, donc qui va être fait par
Madame Gikas, donc de l'ISE. Donc suivra ensuite une présentation plus sur les métiers, hein, et notamment donc les métiers porteurs, mais pas seulement, hein, sur l'équilibre du marché du travail, sur les spécificités du marché du travail. Donc par Madame Aline Adjifran, donc de l'IDCNC. Et donc ensuite, moi j'interviendrai pour présenter donc une enquête, double enquête, hein, sur les enjeux, hein, ressources humaines donc en Nouvelle-Calédonie. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Véronique Ujicaz. J'interviens aujourd'hui au titre de l'Institut de la statistique et je travaille dans le service qui est chargé de la diffusion de l'information statistique. Donc, ce qu'on m'a demandé, c'était de faire une présentation sur les chiffres clés, en fait, des points de repère sur l'emploi salarié. Donc, c'est vraiment des grandes lignes, hein. Des données de cadrage qui vont permettre de situer un peu les choses avant que les débats s'ouvrent aujourd'hui. C'est pas l'analyse, ça sera le travail de la journée, d'être dans l'analyse. Là, c'est vraiment des points de repère, des données de cadrage. Donc, données de cadrage sur les employeurs. Si on parle de salariés, il faut forcément qu'il y ait des employeurs. Sur les salariés ensuite, et sur quelques aspects particuliers qui nous semblaient importants, liés à la gestion des ressources humaines, le travail à temps partiel, les intérims, les accidents du travail, tout un tas de choses que les gens qui gèrent la ressource humaine dans vos entreprises ont à prendre en charge. Les informations qui vont être présentées aujourd'hui sont issues de données qui viennent de la CAFAT, de données qui viennent de l'ISE, du RIDET, de la DTE ou de la DFPC. Donc c'est vraiment une compilation d'informations. Donc on va commencer concernant les employeurs. Donc en 2015, en moyenne, on avait 6300 employeurs, c'est-à-dire entreprises, quelque forme que ce soit, qui déclarent des salariés auprès de la CAFAT. Ces 6300, ils se répartissent en activités de service, donc pour 48%, 20% en activités de commerce, 15% en activités de construction, 11% en industrie et 6% en agriculture. Ça, c'est la ventilation des employeurs. On verra ensuite la ventilation des salariés par ces secteurs-là. Deuxième point de repère par rapport aux employeurs, c'est la répartition des employeurs par tranche d'effectifs salariés. Donc en fait, on voit que la majorité des employeurs ont très très peu de salariés. On a 62%, là la grande portion de camembert orange, hein, 62% qui n'ont que entre 1 et 4 salariés, ensuite 18% qui ont entre 5 et 9, et puis tout au bout de la rosace, hein, les entreprises qui ont plus de 50 salariés, c'est que 3% des employeurs. C'est pas des scoops, hein, c'est pas des choses forcément étonnantes que je présente là, c'est juste des points de repère. Donc voilà, 3% d'employeurs qui ont plus de 50 salariés. Donc là, on retrouve un petit peu la même chose. On a bien toujours notre... je ne sais pas si je peux me déplacer. La dernière ligne du tableau, la part des employeurs par tranche d'effectifs. Donc on a bien nos 97 et 3% par tranche d'effectifs. La dernière colonne, c'est la part des employeurs par secteur. C'était le premier graphique, hein, avec 6% dans l'agriculture et 48% dans les services. Et ensuite, on a regardé comment par secteur d'activité, par tranche, hein, comment ça se ventilait. Donc c'est un tableau un peu hybride, hein, qui vous montre, pour les entreprises de 1 à 9, finalement, la ventilation par secteur d'activité est la même que globalement sur l'ensemble des entreprises. Par contre, si on regarde les entreprises de plus de 50, la ventilation est sensiblement différente. On voit que parmi les entreprises de plus de 50 salariés, 64% sont dans une activité de service, alors que pour la totalité, on est à 48%. Et 16% sont dans une activité d'industrie, alors que pour la totalité, on est à 11%. Là encore, c'est pas une découverte, c'est pas étonnant. On sait bien que c'est l'industrie, enfin notamment certaines industries qui emploient
beaucoup de salariés. Dans les activités de service, on a aussi un certain nombre d'employeurs avec nombre de salariés. Mais voilà, c'est une façon de fixer les choses. Et donc, on a mis les points de repère en fonction des tranches d'effectifs. À partir de 11 salariés, on a des délégués du personnel dans une société. À partir de 50, on a un comité d'entreprise. Donc, c'est comme ça que les tranches ont été construites. Ensuite, juste un petit focus pour voir qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années. On a donc 6300 employeurs aujourd'hui, en 2015. C'est sensiblement la même chose qu'en 2010, à 30 près. Par contre, entre 2010 et 2015, il y a eu une grande progression. Donc avec un nombre d'employeurs qui a augmenté jusqu'en 2013 pour arriver à 6600, et puis qui a rebaissé presque aussi rapidement, enfin plus rapidement en 2 ans au lieu de 3, de 2013 à 2015. Ça ne veut pas forcément dire que c'est des entreprises qui n'existent plus. Ça peut être des très petites entreprises qui, entre 2010 et 2013, ont eu 1 ou 2 salariés et puis qui ont fini par ne plus avoir de salariés depuis et qui ne sont donc plus identifiés à la CAFAT comme déclarant des salariés. Mais l'activité peut-être de la personne seule continue d'exister. Donc cette évolution, elle s'est faite en progression, donc entre 2010 et 2013, c'est essentiellement des activités de commerce, d'hébergement et restauration, des activités de services administratifs et de soutien, des autres activités de services et dans l'industrie manufacturière. Donc c'est là que la progression a eu le plus lieu. Ces 5 secteurs représentent 73% donc de l'augmentation du nombre d'employeurs. Et la chute, depuis 2013, elle concerne d'abord la construction. On a 118 employeurs en moins. Dans la construction, la chute a même commencé depuis 2010, en fait. La baisse du nombre d'employeurs a commencé depuis 2010. Et puis le commerce, l'hébergement-restauration, le transport et l'agriculture. Donc voilà, quand on va ensuite parler d'emploi, enfin d'évolution de l'emploi, il faut avoir en toile de fond que les employeurs qui déclarent des salariés à la CAFAT ont eu aussi une évolution importante au cours des 5 dernières années. Concernant les salariés maintenant, donc en 2015 en moyenne, on avait 91 300 salariés déclarés à la CAFAT. 1 sur 4 travaille dans le public et donc 3 sur 4 travaillent dans le privé. Si on détaille maintenant par secteur, donc dans le privé, ça nous fait un équivalent de 65 400 salariés en 2015, donc en moyenne sur l'année. Qui se ventile un peu comme tout à l'heure au niveau des employeurs, 47% dans des activités de service, 16% dans des activités de commerce, 13% en construction, 21% en industrie, 3% en agriculture. Donc par rapport à la rosace de tout à l'heure sur les employeurs, on a une part plus importante en industrie, là, et au détriment de l'agriculture notamment et de la construction. Sinon la rosace est à peu près la même allure, sauf que l'industrie est surreprésentée au niveau des salariés, ce qui n'est pas étonnant puisqu'on a dit qu'elle était surreprésentée aussi parmi les grandes entreprises. Nos salariés, ensuite, comment ils se ventilent par tranche, par taille d'entreprise. Donc là, on a finalement une distribution assez équitable. On est presque sur les mêmes pourcentages pour chaque tranche d'effectifs. 10% des salariés travaillent dans une toute petite entreprise de 1 à 4 salariés, 10% de 5 à 9 salariés, 13% de 10 à 19. Donc on est pratiquement sur 10% à chaque fois, sauf pour les 500 et plus, où là on a 18% des salariés qui sont dans des entreprises de 500 salariés et plus. Ça, c'était pour le privé. Dans le public, maintenant, on a donc 26 000 salariés en moyenne sur l'année 2015, donc qui se répartissent dans l'administration publique. Ça, c'est assez... on s'y attendait un peu, quoi. 58% des salariés du public sont dans des administrations. 13% sont dans le secteur de l'action sociale ou de la santé, enfin de la santé ou de l'action sociale. 5% travaillent dans les télécoms, donc c'est l'OPT en gros.
l'enseignement 18%, la restauration 2%, c'est essentiellement les cantines scolaires qui génèrent des emplois publics, et puis 4% dans des activités autres. Ce qui me semblait aussi intéressant de montrer par rapport au secteur public, puisque souvent on oppose le public et le privé, souvent on considère que les choses se gèrent pas de la même façon dans les deux secteurs, c'était de montrer que finalement les salariés du secteur public, par statut, on a 60% qui sont fonctionnaires, mais on a bien quand même 40% de gens qui travaillent dans le public qui sont contractuels, donc avec un contrat de droit privé, donc ils sont régis de la même façon que les salariés des entreprises, avec les mêmes difficultés sans doute pour les employeurs publics que pour les employeurs privés, liées à la rotation de personnel, puisqu'on ne peut pas avoir des contrats de plus d'1 an, liées donc aux formalités de recrutement qu'il faut faire régulièrement, au temps qu'il faut consacrer au recrutement, au temps qu'il faut consacrer ensuite à l'adaptation au poste des nouvelles recrues et à la motivation d'agents qu'on sait qu'on ne pourra pas garder plus d'1 an, puisque les contraintes réglementaires font qu'on ne peut pas être contractuel plus d'1 an sur le même poste. Donc en fait, dans la suite de l'exposé, je vais souvent faire le parallèle entre... on a fait le choix de présenter plus ce qui se passe dans le privé, considérant que le public aujourd'hui serait plus des employeurs du privé, mais en rappelant quand même que les contractuels du public, c'est sans doute des problématiques assez proches. Donc nos salariés, si on regarde comment ils se répartissent par genre, on a 52% d'hommes, 48% de femmes, ce qui est pas très loin de ce qui se passe dans la population en général. Dans la population en général, on est à 50-50, à 50,5% d'hommes pour 49,5% de femmes, donc un tout petit peu plus d'hommes que de femmes dans la population. Donc là, parmi la population de salariés, on force un tout petit peu le trait. Il y a plus d'hommes que de femmes, mais finalement, on n'est pas très loin de ce qui se passe dans la population en général. Par contre, si on regarde ensuite par statut de salarié, on voit que les écarts sont quand même... que la parité qu'on voit globalement n'est finalement pas si vraie que ça selon les types d'emplois. Donc dans les salariés du privé, on est plutôt à 40-60, donc 40% de femmes pour 60% d'hommes. Dans le public, c'est l'inverse. C'est la même proportion parmi les contractuels du public, mais là, c'est les femmes qui sont surreprésentées. Et puis, chez les fonctionnaires d'État, on a une plus forte proportion d'hommes. Exactement l'inverse pour les fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie. Et chez les gens de maison, là, c'est majoritairement des femmes qui occupent ce genre d'emploi. Donc finalement, pour une parité presque respectée globalement, on a des disparités assez sensibles d'un secteur à l'autre. Ce qu'on peut dire aussi par rapport à cette répartition homme-femme des emplois, c'est que les femmes sont entrées massivement dans l'emploi salarié au cours des 20 dernières années. Donc la progression a été très très importante. La parité s'équilibre un petit peu. On voit sur le graphique, donc on est en gris en 96 et en 2015 en orange. Donc les femmes occupaient 43% des postes en 96 et elles occupent 48% des emplois salariés en 2015. Donc une progression de 5 points. Progression qui est un petit peu plus forte dans le privé avec une progression de 8 points et parmi les contractuels du public de 11 points. Donc une progression un peu plus importante. Et en fait, si on regarde l'augmentation en nombre de personnes, le nombre de femmes qui occupent un emploi salarié a été a été multiplié par 2,1 sur la période, alors que le nombre d'hommes qui occupent un emploi salarié a été multiplié que par 1,7. Donc il y a vraiment une entrée dans l'emploi salarié plus importante chez les femmes que chez les hommes sur les 20 dernières années. Donc ça sera peut-être les débats qui en parleront aujourd'hui, mais sans doute que ça a des répercussions dans la vie des entreprises et dans la gestion de la ressource humaine au sein des entreprises. Deuxième focus, c'est la répartition par âge. Donc dans le privé, on a l'âge moyen des salariés est entre 35 et 40 ans, ce qui finalement est assez logique. On a un salarié sur 4 qui a moins de 30 ans.
Donc on voit ensuite la rosace qui ventile les salariés par tranche d'âge. Donc 1% des salariés ont moins de 20 ans, 26% ont entre 20 et 30, 30% entre 40 et 60, et les plus de 60 ans en bout de chaîne ne représentent que 2% des salariés. Donc finalement, un salarié sur 4 qui a moins de 30 ans, ça veut dire quand même sans doute des questions importantes pour les gestionnaires de ressources par rapport à l'accueil d'une population jeune en entreprise, aux réalités de formation. Donc on va détailler un petit peu ça tout à l'heure. Là, ce graphique montre la distribution par âge des salariés. Donc en fait, on a en abscisse du graphique les tranches d'âge, en ordonnée le pourcentage de salariés dans chacune de ces tranches d'âge, et on voit donc que la part la plus importante est dans les 25-30 ans, et qu'il y a finalement peu de différence entre les salariés du privé et les contractuels du public. Encore une fois, c'est assez proche. Donc deux courbes qui se ressemblent bien, avec un point haut entre 25 et 35, et puis une baisse rapide à partir au-delà de 55 ans. Alors que dans le reste des catégories de salariés, c'est sensiblement différent. Donc là, le graphique est un peu plus compliqué à visionner, mais on a les deux. Avec, on voit bien que pour les autres catégories de salariés, donc fonctionnaires d'État de Nouvelle-Calédonie et gens de maison, la part la plus importante est sur des gens plus âgés dans les entreprises. Merci. Notamment chez les gens de maison, où là finalement le gros des troupes est entre 45 et 55 ans, avec une courbe qui est vraiment décalée sur des gens plus âgés chez les gens de maison, ça c'est l'extrême, et les fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie aussi une courbe bien décalée. Donc on peut aussi se dire qu'on commence par être salarié ou contractuel du public avant d'être fonctionnaire, c'est peut-être pas complètement étonnant, mais du coup on voit bien que la distribution de la population dans les emplois salariés est différente entre le privé ou les contractuels du public et les fonctionnaires. Par rapport à la répartition par âge ensuite, je voulais revenir sur les jeunes, hein, l'insertion des jeunes. Donc là, le graphique montre, le tableau donne la proportion en fait parmi les moins de 25 ans qui sont en emploi salarié, comment ils se distribuent par catégorie d'emploi. Et donc les moins de 25 ans qui travaillent, 85% sont salariés du privé. Alors que sur l'ensemble de la population salariée du privé, on n'a que 69%. Enfin, les salariés du privé ne rassemblent que 69% des salariés. Donc il y a une surreprésentation des moins de 25 ans dans les entreprises, ce qui veut dire que les entreprises ont un rôle sans doute plus important que les autres en matière de formation, d'adaptation à l'emploi, d'adaptation aux réalités de travail, puisque les jeunes font leur première expérience professionnelle en entreprise. Donc l'entreprise a une responsabilité sans doute et une intervention sans doute plus importante que les autres employeurs pour accompagner les jeunes sur cette entrée sur le marché du travail. Je pense que c'est quelque chose qui sera peut-être évoqué au cours de la journée. Pour finir sur la présentation par rapport aux salariés, l'évolution récente, elle est celle-là. C'est-à-dire que là, le graphique illustre le nombre de salariés moyens par année. Donc entre 2010 et 2015, on voit qu'il y a quand même un nombre de salariés la progression a été nette, mais elle a été nette beaucoup entre 2010 et 2011, où on a créé plus de 3700 emplois. Ensuite, 2012-2013, on a continué à avoir des créations d'emplois jusqu'en 2014. Et puis 2014-2015, ça stagne. Même on a perdu 20 salariés, donc on va dire ça stagne. Donc l'économie a proposé un nombre d'emplois salariés beaucoup plus important sur la période, mais
récemment, il n'y a plus de création d'emplois. Donc ça, c'est sur l'année 2015 en global. Si on regarde maintenant dans le détail des trimestres, les choses sont encore plus visibles. Donc là, on voit le nombre de salariés par trimestre. Donc sur 3 ans, on commence en 2013, les 4 trimestres de 2013, les 4 trimestres de 2014, les 4 trimestres de 2015. On voit qu'au dernier trimestre, on a toujours moins de salariés que sur le reste de l'année. Donc le fait qu'on en ait moins là, c'est pas étonnant, c'est saisonnier. Par contre, si on se compare de décembre à décembre, en décembre 2015, on a 800 salariés de moins qu'un an plus tôt et qu'un an encore plus tôt. Donc en fait, l'année 2015 avait plutôt bien commencé avec un nombre de salariés nettement plus important que les 2 années précédentes. Et au dernier trimestre, c'est la chute. Donc on n'a pas encore les résultats du premier trimestre 2016 pour voir ce que ça donnerait. On est un tout petit peu trop tôt là par rapport à la publication de ces données-là. Mais sur sur la fin d'année 2015, quand même, on note une évolution qui va être importante, qui va sans doute se retraduire dans la réalité du marché du travail dont va parler Lynn tout à l'heure, qui va sûrement aussi avoir des répercussions dans les entreprises sur peut-être une forme de turnover subi par les entreprises où puisqu'il y avait de l'emploi, puisqu'il y avait de l'offre un peu partout, on était enclin plus à changer, et quand il y aura une réalité plus contrainte, ça aura peut-être des répercussions dans la vie des entreprises. Voilà, en ce qui concerne les salariés. Maintenant, quelques données de cadrage sur des points particuliers qui sont à prendre en compte quand on gère les ressources humaines. Dans les entreprises, on a donc des salariés et puis des jeunes en apprentissage. C'est 600 personnes, 600 jeunes qui étaient en contrat d'apprentissage en 2014. Donc là, on n'a pas les résultats 2015 encore. C'est des données de la DFPC. Et on voit que le nombre d'apprentis a nettement baissé en 2014. L'intérim, qui est une réalité aussi importante. Donc en 2015, en moyenne, tous les mois, 480 entreprises ont recouru à l'intérim, ce qui représentait 1940 intérimaires chaque mois, ce qui représente l'équivalent de 900 emplois à temps plein, parce que les intérimaires peuvent avoir des missions qui ne correspondent pas à des temps pleins. Donc si on ramène les heures effectivement faites en équivalent temps plein, ça fait l'équivalent de 900 emplois temps plein par mois occupés par des intérimaires. Donc c'est pas 900 en plus des 63 000 qu'on a déjà comptés, puisqu'ils sont déclarés par leur société d'intérim et pas par l'employeur chez qui ils sont mis à disposition, donc c'est pas en plus, mais c'est bien une réalité quand même qui existe dans les entreprises. On aurait aimé pouvoir ventiler ces intérimaires par secteur d'activité fin pour voir dans les entreprises où ils sont placés comment ils impactent les volumes de salariés. Mais en fait, les déclarations qui sont faites sont par tranche de cotisation aux accidents du travail, et on ne peut donc pas ventiler les intérimaires par secteur d'activité propre de l'entreprise. Et donc ces intérimaires, ça représente un volume total de 26 600 missions d'intérim tout au long de l'année. Donc c'est quelque chose où on voit bien aussi la progression. On a eu, donc là on est en équivalent temps plein, donc l'équivalent de les années 2011-2012, un fort recours à l'intérim qui avait beaucoup baissé en 2013-2014 et puis qui reprend en 2015. 2011-2012, on était dans une année de construction, de beaucoup de projets, beaucoup d'emplois. C'était les Jeux du Pacifique, c'était un certain nombre de travaux, l'aéroport, un certain nombre de travaux avec des dates butoirs à tenir. Donc il y a eu sans doute un recours à l'intérim lié à un surcroît de travail. Là où peut-être en 2015, le recours à l'intérim est lié à une inquiétude sur l'avenir et on va chercher des intérimaires plutôt que des emplois directs. Voilà pour ce qui concerne l'intérim. Au niveau de la formation professionnelle, donc dans les bilans de la formation professionnelle continue qui sont faits par la DFPC, on voit que sur l'ensemble des stagiaires de la formation professionnelle continue, 120 personnes étaient
dans un statut de salarié, les autres étant demandeurs d'emploi ou étant autre chose, ou détenus, ou etc. Donc on a 120 salariés qui sont en formation professionnelle continue, ce qui représente 8% de l'ensemble des stagiaires, ce qui est finalement assez peu. Donc l'entreprise recourt peut-être peu à ces dispositifs de formation professionnelle continue. Et enfin voilà, ça fera peut-être écho à des choses qui seront abordées par Monsieur Dumas tout à l'heure. Le temps partiel, alors là, on a vraiment eu une donnée pas très récente, puisque on n'a pas l'information résulte de ce que les gens ont déclaré au dernier, enfin pas au dernier recensement, au recensement de 2009. Et l'information sur le recensement de 2014 n'est pas encore disponible. Donc en 2009, on avait 8% des salariés qui déclaraient occuper un emploi à temps partiel. 70% de ces personnes à temps partiel étaient des femmes et 72% travaillaient dans le privé. Je pense qu'on n'est pas loin de ces mêmes proportions-là aujourd'hui, mais on ne peut pas l'affirmer avec des chiffres tangibles. Mais donc le temps partiel n'est peut-être pas une réalité si importante que ça dans vos entreprises. Un autre point particulier, c'est les accidents du travail. En 2014, 4130 accidents du travail ont été déclarés et pris en compte en tant que tels par la CAFAT. On voit d'après le graphique que, donc le graphique, en fait, chaque barre représente le nombre d'accidents rapportés à 100 salariés. Parce que si on regarde que le nombre sans voir comment la population de salariés augmente, ça serait un peu faussé. Donc le nombre rapporté au nombre de salariés, on voit qu'au cours des 5 dernières années, il y a quand même des progrès qui ont été faits. On a réussi à baisser un petit peu le nombre d'accidents. Mais que des progrès peuvent encore être faits. On a mis en vis-à-vis les chiffres du nombre d'accidents rapportés à 100 salariés en métropole. Donc les données 2013-2014 ne sont pas encore disponibles, mais c'est juste pour illustrer qu'il y a encore des progrès qui sont possibles. Malgré tout, les accidents ont diminué et c'est sans doute aussi le résultat d'un travail important qui a été fait, les campagnes qui ont été lancées par la DTE et le travail qui a pu être fait dans les entreprises en formation à la sécurité notamment, auprès des employés. Les licenciements économiques, donc, qui sont aussi des procédures que les personnes en charge de la gestion des ressources humaines ont à pouvoir prendre en compte. Donc en 2015, 63 entreprises ont eu recours à la procédure de licenciement économique, ce qui représente 310 salariés licenciés. La moitié de ces licenciements concernaient le secteur de la construction, dont on a déjà parlé tout à l'heure, qui était plus en difficulté que les autres, et le commerce. Sur 2015, c'est quand même, sur la période récente, un nombre de licenciements nettement plus important qu'à l'habitude, avec 2 fois plus qu'en 2011 par exemple. Le nombre d'entreprises concernées est lui assez oscillant, mais le nombre de salariés qui ont eu une procédure de licenciement est plus importante. Et dernier point, les conflits sociaux dans les entreprises. 18 conflits du travail en 2014, ce qui est une amélioration certaine par rapport aux années antérieures. On passe de 53 conflits dans 41 entreprises en 2010 à 18 conflits en 2014. Donc, ce qui est sans doute là aussi le résultat d'un travail important engagé dans les entreprises et en lien avec la DTE sur la cellule de médiation, donc qui a sans doute mobilisé les gestionnaires de ressources humaines de façon importante dans les entreprises. Voilà pour ces quelques données de cadrage. Merci pour à la fois ces constats, ces analyses. Vous avez ouvert déjà quelques pistes, effectivement. On voit bien les évolutions structurelles, aussi un contexte marqué sur le plan conjoncturel. Donc nous allons passer à peut-être les questions, l'échange. Donc nous allons passer à la deuxième intervention de Lina Giffran d'IDCNC, donc avant les échanges. Vos questions?
Bonjour à tous. Donc je suis Lina Giffran, je travaille à l'Observatoire de l'IDC et je vais vous présenter quelques données en fait sur le marché de l'emploi. Donc il y aura une première partie en fait où on va voir un petit peu le profil du marché de l'emploi. Donc les offres d'emploi, les demandeurs, les intentions d'embauche des employeurs, les modes de recrutement également. Et puis ensuite, il y aura une deuxième partie où on parlera des décalages qui peuvent exister en fait entre d'un côté les besoins en emploi des employeurs et de l'autre le vivier disponible de candidats en fait qui peuvent venir satisfaire ces besoins en emploi. Alors on commence avec les métiers porteurs. Donc les métiers porteurs, c'est des métiers en manque de main-d'œuvre. Donc en fait, on établit une base de données à l'observatoire où on confronte les besoins en emploi des employeurs au vivier disponible. Donc les besoins en emploi, ça va être les offres d'emploi et les intentions d'embauche des employeurs. Et on va confronter ça aux diplômés et aux demandeurs d'emploi, qui peuvent donc venir combler ces besoins. Et on obtient donc les métiers porteurs. Donc quand les besoins sont supérieurs au vivier, on a un métier porteur, c'est-à-dire un métier en manque de main-d'œuvre. Donc ce qu'on remarque sur l'évolution de ces métiers porteurs, c'est qu'on a de plus en plus de demandes sur des métiers porteurs qui demandent des niveaux bac et plus. On était à 58% de métiers en 2012 qui demandaient des niveaux bac et plus, et on passe à 67% en 2014. Alors on sait que c'est essentiellement dû aux domaines professionnels dans lesquels sont demandés ces métiers porteurs, puisqu'on a une hausse des métiers porteurs dans les supports à l'entreprise et les services à la personne et à la collectivité. Donc support à l'entreprise, c'est tout ce qui est comptabilité, ressources humaines, informatique. Et on remarque également une baisse dans le BTP, l'industrie et l'installation-maintenance. Donc on sait que les supports à l'entreprise recensent beaucoup de métiers qui demandent des niveaux bac et plus. Donc forcément, si on a une hausse sur le support à l'entreprise, on a une hausse globale sur les métiers niveau bac et plus. Toujours sur les métiers porteurs, vous avez ici sur le tableau le top 5 des domaines professionnels où la part de métiers porteurs est la plus importante. Donc on a le BTP en premier, suivi des supports à l'entreprise, de l'industrie, l'hôtellerie-restauration et les services à la personne et à la collectivité. Vous avez en deuxième colonne la part de métiers porteurs dans chacun de ces domaines. Et vous avez en troisième colonne un volume potentiel en fait d'emploi qu'on a estimé en confrontant justement les besoins d'emploi au vivier disponible. Et on évalue combien d'emplois il resterait à combler en fait. Donc on voit par exemple pour le BTP, on a donc 31% de part de métiers porteurs dans le secteur. Et on a entre 400 et 500 emplois potentiels. En dessous, vous avez des exemples de métiers pour chacun de ces domaines professionnels. Donc si on reste sur le BTP, par exemple, on a les conducteurs de travaux, on évalue les besoins entre 50 et 100. Et les maçons, par exemple, entre 100 et 200. Alors maintenant, on va passer à l'offre et à la demande d'emploi. On a ici les demandeurs d'emploi. Donc là, on est sur les données des services provinciaux de placement, c'est-à-dire que ce sont les demandeurs d'emploi inscrits auprès des services de placement, et ensuite on va parler des offres d'emploi qui sont déposées auprès de ces mêmes services. Alors, tout d'abord, ce qu'on retrouve sur les demandeurs d'emploi, c'est ici le top 3 des domaines sur lesquels ils se positionnent. Et on retrouve en fait certains secteurs qui étaient demandés dans le top 5 des métiers porteurs tout à l'heure. Donc on a les services à la personne et à la collectivité, les supports à l'entreprise et le BTP. Par contre, on va avoir un décalage sur le niveau de formation. On a vu tout à l'heure que les métiers porteurs demandaient des niveaux bac et plus. Et là, sur le profil des demandeurs d'emploi, on voit avec les barres horizontales qui sont la première barre qui est verte, c'est la part des demandeurs d'emploi qui ont un diplôme
inférieure ou égale au CAP-BEP ou qui n'ont pas de diplôme. Donc les personnes peu diplômées. Et on voit que c'est la part la plus importante, donc qui du coup ne correspondrait pas à ce qui est demandé dans les métiers porteurs. Hein, on a donc une part de peu diplômés de 75% en 2010. La deuxième barre, la barre rose, c'est la part des femmes. Donc on voit qu'on a une majorité de femmes dans les demandeurs d'emploi, 60% en 2010. Et la barre orange, c'est la barre des jeunes, moins de 30 ans, où on est à 43% en 2010. Alors par contre, si on regarde l'évolution entre 2010 et 2015, on voit qu'on a une baisse de la part des peu diplômés. Donc on est passé de 75% à 66% en 2015. On a une baisse aussi de la part des femmes. On passe de 60% à 55%. Et la part des jeunes baisse également un petit peu de 43% à 40%. Donc là, ici, sur la population féminine, hein, on voit qu'on est, du coup, c'est pas la même chose que la population salariée, hein, ce qu'on voyait tout à l'heure avec l'ISEE, où on a une majorité d'hommes. Ici, on a une majorité de femmes. Alors maintenant, on passe aux offres d'emploi. Alors vous avez sur ce graphique donc les colonnes, les barres verticales vous montrent le volume d'offres d'emploi, donc classé en ordre décroissant par domaine professionnel. Et vous avez sur la courbe rouge la part d'offres en CDI. Donc ce qu'on remarque tout d'abord avec l'encadré jaune, c'est qu'on retrouve nos trois secteurs BTP, services aux personnes et support à l'entreprise, qui sont les trois secteurs les plus pourvoyeurs d'offres d'emploi. Donc c'est aussi ceux sur lesquels se positionnent majoritairement les demandeurs d'emploi. Donc ici, on a une concordance sur les domaines professionnels. Ce qu'on voit aussi sur ce graphique, c'est qu'on a en fait deux parties. Sur la gauche, vous avez les secteurs qui sont très pourvoyeurs d'offres d'emploi, mais où vous voyez que la part de CDI est faible. Et par contre, sur la droite, vous avez les domaines qui sont peu pourvoyeurs d'offres d'emploi en volume, mais où la part de CDI est un peu plus élevée. Voilà. Donc on voit notamment hein, pour le BTP, qui est le premier secteur pourvoyeur d'offres d'emploi, on a une part de CDI faible à 14%. Donc ça, on peut supposer que ça vient essentiellement des contrats de chantier, hein, qui occupent une part importante dans le secteur. On a par exemple sur les transports et la logistique aussi la même problématique, hein, on est à 16% de CDI, alors qu'on a un volume d'offres quand même qui est conséquent. Donc là on sait aussi que c'est des contrats essentiellement qui se font à la demande en fait. Hein. S'il y a besoin de manutentionnaires pour décharger sur le port par exemple, on va embaucher à la demande. C'est un petit peu la même chose pour le transport de marchandises. Voilà. Ici, toujours sur les offres d'emploi, vous avez les offres d'emploi par type de contrat, donc pour les colonnes verticales. Et vous avez sur la courbe le total du volume d'offres d'emploi, donc de 2010 à 2015. Donc si on regarde la courbe, on voit que le volume d'offres diminue. Hein, notamment entre 2011 et 2015, hein, on a une forte baisse. On passe de 12 246 en 2011 à 8 244 offres d'emploi en 2015. Par contre, on voit que sur les dernières années, la baisse ralentit. Après, si on regarde les colonnes verticales, donc les types de contrats, on retrouve donc une majorité de contrats non durables. Hein, les premières colonnes en rouge. Vous avez les CDI sur la deuxième colonne verticale hein, en plus clair. Voilà. Alors ici, on passe aux intentions d'embauche des employeurs. Donc là, il s'agit de projection. Là, on est sur les données d'une enquête qu'on mène tous les 2 ans auprès des employeurs de Nouvelle-Calédonie. Et on leur demande notamment de quels emplois ils auront besoin dans les années à venir. Donc c'est ce que j'ai retranscrit ici. Alors ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une forte baisse des intentions d'embauche. Hein, on perd 47% entre 2011 et 2015, donc quasiment la moitié.
C'est ce qu'on voit hein, sur le graphique en bas, avec également une part d'intention d'embauche. On demande également aux employeurs de nous dire quel type de contrat ils comptent proposer à l'embauche. Et donc on voit que la part des CDD a supplanté la part des CDI pour la dernière enquête en 2015. Avant, on avait une majorité de contrats en CDI. Hein, donc on voit que le climat se dégrade un petit peu. Concernant les domaines professionnels qui sont plébiscités, on a une grosse hausse des intentions d'embauche de 10 points dans les services à la personne et à la collectivité. Et par contre, on a une forte baisse de 9 points dans le secteur de l'industrie. Par contre, élément positif, on a toujours 2/3 des intentions d'embauche qui sont des créations de postes. Alors, autre indicateur, les modes de recrutement. Donc, lors de l'enquête, on a demandé aux employeurs s'ils avaient recruté au cours des 3 dernières années et quel mode de recrutement ils utilisent. Du coup, on sait que 80% des employeurs ont recruté au cours des 3 dernières années et ce chiffre de 80% est stable entre 2011 et 2015. Donc ça, c'est un élément positif aussi. Les employeurs continuent d'embaucher. Concernant les modes de recrutement, on voit sur le graphique, donc on commence en bas avec les modes de recrutement dits informels, c'est-à-dire en premier le bouche à oreille en rouge, ensuite les candidatures spontanées, les petites annonces, les services provinciaux de l'emploi, les agences d'intérim, les MIJ, les cabinets de recrutement et le recrutement en fin de cursus scolaire. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a une majorité de recrutement informel, hein, bouche à oreille, candidature spontanée et petites annonces. On a fait un découpage également par province. Donc vous avez la province des îles tout au bout, ensuite la province nord, la province sud. On sait que les modes de recrutement utilisés sont très liés à la taille de l'entreprise. Les petites entreprises vont plutôt utiliser des modes de recrutement informels et les grandes entreprises vont aller plus facilement vers les modes de recrutement plus formels, donc type cabinet de recrutement, agence d'intérim, etc. Donc ce qu'on remarque sur le graphique, c'est que par exemple pour la province des îles, où on rencontre donc plus de petites entreprises, on a plus de recrutement informel. Et par exemple sur la province sud, où on a plus de grandes entreprises, on a un peu plus de recrutement formel. Alors on va ensuite passer à notre deuxième partie, donc sur les décalages qui peuvent exister entre les besoins en emploi des employeurs et le vivier qui est disponible. Alors, on a une première diapo ici qui compare en fait le nombre de demandeurs d'emploi au nombre d'offres d'emploi. Donc on voit qu'on a un décalage en volume, puisque le nombre de demandeurs d'emploi est environ 4 fois supérieur au nombre d'offres d'emploi. Ici, je vous ai mis 3 points aussi qui peuvent montrer ce décalage. On sait qu'on a, donc en 2014, on a relevé 41 métiers parmi les offres d'emploi sur lesquelles aucun demandeur ne s'était positionné. Autre point, en 2014, on avait recensé 76 métiers porteurs, donc 76 métiers en manque de main-d'œuvre, et 12 étaient en manque de main-d'œuvre depuis 2007. Et enfin, dernier point, on a relevé 17 métiers en excédent de main-d'œuvre disponible, donc c'est-à-dire que le vivier est supérieur aux besoins en emploi. Et pourtant, 13 parmi ces 17 métiers sont cités par les employeurs comme source de difficultés de recrutement. Voilà, donc ça montre un certain décalage en fait. Donc je vais essayer d'amener après quelques éléments d'explication. Donc premier élément d'explication, donc on a vu que malgré une main-d'œuvre disponible en termes de volume, de quantité, eh bien l'employeur peut ne pas trouver
de candidats qui correspond à ces attentes. Donc sur 152 métiers cités par les employeurs comme source de difficultés, seulement 39 étaient en manque de main-d'œuvre au niveau volume. Et donc en dessous, vous avez un graphique qui vous montre les difficultés de recrutement qui ont été citées par les employeurs par domaine professionnel. Donc vous avez en première difficulté citée le manque de qualification du vivier, qui est en jaune-orange, ici. Ensuite, deuxième difficulté la plus citée, le manque de motivation. Les difficultés sur les compétences sociales, donc c'est le savoir-être. Ensuite, le vivier inexistant ou insuffisant. Les difficultés liées à des facteurs externes. Les prétentions salariales élevées. Et enfin, la faible attractivité du poste. Alors, on a ici un premier élément d'explication de ce décalage entre besoins et vivier disponible, puisque hormis la difficulté vivier insuffisant qui est sur la quantité, les autres difficultés sont plus qualitatives, on va dire. C'est plus un ressenti de la part de l'employeur qui du coup ne va pas trouver les gens qui correspondent à ses attentes lors du recrutement. Et donc en cause majoritairement le manque de qualification du vivier. Alors on a quelques spécificités par domaine, par exemple sur l'agriculture qui est tout en bas. On voit que la première difficulté est le manque de motivation. Et sur le secteur de la santé, par exemple, tout en bas aussi, on voit que la première difficulté est le vivier insuffisant. Alors, autre élément d'explication. Ici, deux autres éléments. On a remarqué que les personnes formées s'insèrent sur des métiers majoritairement qui ne sont pas en lien avec leur formation. Donc, vous avez un petit graphique à gauche. Donc là, évidemment, c'est des chiffres qui vont varier selon le niveau de formation étudié, selon le domaine étudié, etc. Donc mais c'est pour donner une tendance. On a regardé donc l'insertion des élèves qui ont terminé leur formation en 2014. Donc pour des formations par apprentissage, par formation professionnelle continue et en formation initiale. Et on a regardé leur insertion donc sur 2015. On a fait le lien donc entre la formation suivie en 2014 et le métier exercé ensuite lors des embauches en 2015. Et on s'est aperçu que la majorité des élèves, quelle que soit leur formation, se sont insérés sur des métiers qui n'étaient pas en lien avec leur formation. Donc c'est les barres en marron beige que vous voyez sur le graphique. Alors on a quand même des spécificités par type de formation. On voit que les formations par apprentissage et professionnelles continues ont quand même un taux de métier en lien un peu plus élevé, ce qui est logique puisque ce sont des formations qui mènent à des métiers spécifiques. Et donc, alors, troisième et dernier élément d'explication que j'ai pu relever, c'est le niveau de diplôme souhaité par les employeurs qui augmente. Donc, lors des intentions d'embauche, quand on fait l'enquête auprès des employeurs, on va leur demander quel diplôme ils souhaitent lors de l'embauche. Et donc, si on regarde ce graphique, ici, entre 2011 et 2015, le premier carré en haut, le plus clair, représente les niveaux de diplôme souhaités sur du CAP BEP, ou équivalent. Donc, on voit que cette part qui était de 46% en 2011 passe à 27% en 2015. Et on a par contre une augmentation sur les niveaux bac, bac plus 2 et bac plus 3-4. Voilà, donc peut-être ici que cette augmentation souhaitée par les employeurs sur le niveau de diplôme ne se retrouve pas sur le vivier disponible. Voilà, ça ce sera à vérifier après. Je voulais vérifier, donc peut-être avec les chiffres du recensement qu'on aura bientôt sur 2014, voir si du coup la population a vu son niveau de diplôme augmenter. Et est-ce que c'est en corrélation avec ce diplôme souhaité par les employeurs? Et donc pour terminer, donc j'ai essayé d'amener quelques pistes donc d'explication de ces décalages et peut-être quelques éléments de solutions.
Donc on retrouve nos 3 éléments d'explication là-bas sur la gauche. Donc une majorité d'insertion sur des métiers qui ne sont pas en lien, éventuellement un niveau de diplôme demandé qui ne correspond pas au niveau de diplôme disponible, et un décalage des attentes lors du recrutement. Alors d'où peut venir ce décalage? Peut-être des conditions de travail qui ne correspondent pas aux attentes, des salaires peu élevés, des horaires difficiles. Deuxième élément, peut-être un manque de projection de la part des entreprises qui ont du mal à exprimer leurs besoins en emploi. Ça, on le ressent lors de l'enquête. Éventuellement un problème d'orientation de la part des candidats. Et donc ici, peut-être des solutions pour combler ce décalage. Peut-être améliorer l'attractivité des secteurs avec plus de communication, améliorer les conditions d'emploi. Aider les entreprises à anticiper ces besoins en emploi. Et dernière chose, peut-être adapter la formation professionnelle pour faire correspondre le niveau de formation des travailleurs à celui qui est demandé par les employeurs. Donc là, ici, on a des éléments donc plutôt de GPEC, voilà, qui vont faire écho, je pense, à ce dont vous allez parler dans la journée. Voilà, je vous remercie. Merci. Alors, nous, on a déjà un premier décalage temporel, là, avec un quart d'heure de dépassé. Ce que je propose, c'est que je fasse ma présentation de recherche, et ensuite, on prendra un petit peu, donc on concentrera donc le temps sur les questions-réponses. Donc, j'espère au moins prendre 10-15 minutes pour les questions qui porteront donc sur les 3 présentations. Vous êtes d'accord ? Je précise en préambule qu'il ne s'agit pas d'une commande, il ne s'agit pas d'un contrat de recherche, il s'agit donc d'une initiative au départ personnelle, donc, et ensuite collective, de mener donc un travail de recherche avec donc mes collègues qui ont participé à la deuxième enquête qui porte davantage donc sur les enjeux. Donc notamment Jean-Marc Bascouret et Bernard Grand. Alors, la genèse de l'étude, ça a été de s'intéresser et de rechercher donc un sujet qui était utile pour la Nouvelle-Calédonie, pour la gestion ressources humaines et pour l'entreprise. Donc, en tant que chercheur en gestion ressources humaines, donc je souhaitais donc étudier de manière un peu exploratoire donc des recherches, quels pouvaient être des thèmes de recherche donc intéressants. Donc dans cette quête de sujets, j'ai rencontré donc des professionnels pour échanger donc sur des problématiques de gestion de l'emploi et des compétences. Donc j'ai mené plusieurs études, plusieurs entretiens, donc une quinzaine d'entretiens. Et cette première étape donc a montré un certain nombre de difficultés, des faiblesses et des spécificités de la GRH donc en Nouvelle-Calédonie. Ensuite, donc, on a décidé de mener donc une recherche un peu plus ciblée sur les enjeux. Alors, pourquoi s'intéresser aux enjeux? Alors, les enjeux, c'est ce qui déclenche les actions, c'est ce qui déclenche les pratiques. Donc, on a les enjeux et ensuite, ça nous permet de fixer donc des objectifs. Donc, à travers les enjeux, qui étaient une approche large des problématiques d'entreprise, donc on savait bien qu'on allait s'intéresser aux pratiques, aux priorités des ressources humaines et également donc aux outils mis en œuvre. Alors le choix a porté vers donc interviewer des dirigeants parce que on voulait pas se limiter donc à une certaine taille d'entreprise. On voulait toucher tous les employeurs, quels que soient donc les effectifs. Alors le plan,
Ça sera donc 4 points avec la méthodologie de l'enquête, très rapidement, car le temps va manquer. Les résultats donc des 15 entretiens, donc la première enquête. Alors j'appelle des experts, hein, qui sont les personnes que j'ai interrogées, avec des entretiens lors d'entretiens exploratoires. Alors, et ensuite donc les résultats des 11 entretiens ciblés avec une analyse de contenu automatisée avec un logiciel. Donc vous verrez les résultats, et ensuite on fera donc une synthèse et j'apporterai quelques préconisations en termes de gestion sources humaines et de pratique. Voilà ces deux volets, donc 15 interviews, 15 premiers entretiens, donc sur une période d'avril 2015 à mars 2016, avec des représentants. Donc j'ai rencontré donc des représentants donc d'institutions, des consultants, un animateur cluster, 4 DRH, des syndicats, des représentants de syndicats employeurs et des dirigeants. Donc un échantillon assez contrasté. Hein. Le but, c'était vraiment de faire émerger, hein, quels étaient, encore une fois, les sujets qui les intéressaient, à la fois, ou les problématiques, hein, ressources humaines, sur leur représentation aussi qu'ils avaient de la fonction, et des problèmes donc dans l'entreprise. Donc le seconde étude, c'était 11 entretiens des dirigeants, donc enregistrés, complètement retranscrits. Voilà quelques informations, donc avec des entretiens de 30 à 2 minutes, à 2 heures, pardon, 30 minutes à 2 heures, au total 18 heures d'enregistrement, donc qui sont faites sur une période plus réduite, hein, parce qu'on était donc à 3 à réaliser ces entretiens. Donc ça a été des dirigeants, mais certains dirigeants nous ont renvoyés également vers des DRH, donc on a également mené des interviews avec des DRH, mais aussi des directeurs financiers, des contrôleurs de gestion et un animateur de cluster. Alors le guide d'entretien pour la première enquête portait sur l'employé compétence. Il n'y avait pas véritablement donc de suivi, c'était vraiment une discussion assez ouverte, un entretien non directif, sur les problématiques, alors qui m'intéressaient, et c'était aussi pour essayer d'évaluer un peu la curiosité et l'intérêt par rapport à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences sur le plan territorial. Donc ça portait plus largement sur l'emploi et les compétences. Et le guide d'entretien donc pour la deuxième étude était lui donc était assez précis, hein. Il y avait une première question très ouverte, hein, qui portait sur les enjeux ressources humaines pour l'entreprise, et ensuite on abordait donc des priorités, les contraintes et difficultés, l'évolution des missions de la GRH, les effets de la GRH sur la compétitivité, sachant que l'exploitation des données a principalement porté sur les enjeux, donc sur la première partie donc de l'entretien. Donc deux méthodes, hein. La première, c'était une analyse de contenu thématique, c'est-à-dire que, hein, on fait du codage donc des données manuels. Donc on regarde donc les points à peu près disons les idées qui se recoupent donc entre différents entretiens, et on dégage donc des thèmes communs. Et l'analyse de contenu automatisé qu'Alcest, elle se fait de manière automatique. Donc c'est un outil qui apporte une meilleure objectivité. On n'a pas la subjectivité donc de celui qui fait le découpage. Donc avec un logiciel qui est assez utilisé dans le domaine de la recherche. Donc le but, c'est donc le logiciel recherche donc les mots, hein, qui sont le plus cités, il fait ensuite des découpages du discours. Hein, donc il identifie les mots à la fois les plus fréquents, mais également donc les moins présents, hein, dans les différents discours, et il construit donc des classes, hein, par donc des groupes. Alors les 15 entretiens avec des experts, ils ont dégagé donc un certain nombre donc de dimensions RH, donc des dimensions ressources humaines. Alors vous avez là principalement du verbatim, hein, donc c'est-à-dire que c'est des expressions, c'est des extraits de discours, hein. Et à côté, j'ai mis quelques facteurs explicatifs, hein. C'était je dirais mon apport, un peu l'analyse, hein, que je fais. Alors, ce qui ressort, hein, c'est comme principale difficulté, c'est la gestion des effectifs, hein, avec tout d'abord des difficultés en termes de recrutement, hein. Donc, les entreprises ont des difficultés à définir un besoin en personnel, hein, par manque à la fois de visibilité et de vision.
c'est quelque chose d'assez connu, mais en tout cas, ça ressortait très clairement. Alors, ce qui ressort, c'est la visibilité. On parle assez peu d'anticipation, hein, alors que c'est clairement l'anticipation qui crée la visibilité. Donc, ça, c'est un point à noter. Alors, l'analyse que je peux avoir, hein, vous voyez à côté, donc effet de microcosme, effet de nombre. La principale explication à cette difficulté donc de définir donc un besoin, c'est ce qu'on appelle donc l'effet court-termiste, c'est-à-dire que les entreprises raisonnent plutôt à court terme, hein, ils ont une démarche plutôt intuitive, donc on ne construit pas forcément donc de plans de formation, hein, mais ça c'est une des caractéristiques qui est largement constatée dans de nombreuses recherches, hein, qui est donc une caractéristique des petites entreprises. Il y a un autre facteur explicatif à cette difficulté de définir un besoin, c'est l'effet de nombre. Hein, autrement dit, ou l'effet de proportion également, hein, c'est-à-dire que donc dans une petite entreprise, le fait donc de recruter augmente donc l'effectif de X%, hein, ce qui induit un effet important sur la masse salariale, donc une certaine crainte, une certaine peur donc des entreprises, et donc on ne planifie pas, hein, et on a tendance à recruter éventuellement en fonction de connaissances, en tout cas c'est pas organisé, c'est pas programmé. Le deuxième aspect qui concerne les effectifs qui ressortait clairement, c'est les départs. Et donc les entreprises sont exposées à des départs prématurés, hein, donc à du turnover, hein, subi. Alors il y a plusieurs échelons à cela, hein, et ce qui ressort des entretiens, c'est la concurrence de la fonction publique. Hein. Donc face à ces départs, ils ont tendance à avoir des sureffectifs, hein, pour faire face donc à des départs de personnel, ce qui est très coûteux, hein, pour les entreprises. Donc les salariés, alors évidemment il y a l'attrait de la fonction publique, mais également ils peuvent aller donc à la concurrence, hein. Et ça génère également chez les employeurs un certain frein donc à la formation, mais je le reprendrai un petit peu plus tard. Donc il y a un effet de ciseau, hein, c'est-à-dire que les entreprises ont des difficultés à la fois à recruter et elles sont confrontées donc à des départs importants. Alors cet effet, on peut le retrouver dans d'autres pays ou dans d'autres contextes. La spécificité ici, c'est que les départs sont beaucoup plus coûteux parce que les salariés, alors on ne part pas du fait de leur âge, hein, pour prendre la retraite, c'est des départs qui sont prématurés et qui peuvent même survenir au bout d'1 an, 2 ans, après souvent que l'entreprise est formée donc le personnel, donc c'est un départ qui est coûteux, hein, pour l'entreprise. Autre thème majeur donc qui ressortait, hein, c'est la culture managériale, c'est-à-dire que les entreprises grossissent mais ne modifient pas leur mode de management. Alors pour plusieurs raisons, c'est-à-dire que la petite entreprise a une démarche plus intuitive, donc ce que j'appelle, hein, l'effet d'irrationalité des décisions. Donc le grossissement ne remet pas en cause donc la démarche de réflexion, d'analyse. Donc on a tendance l'entreprise a tendance à prendre des décisions et ensuite à analyser après coup, hein, plutôt d'avoir une démarche construite de réflexion. Autre point, c'était toujours concernant donc l'identité professionnelle, c'est la difficulté à élever la valeur travail. Alors là, ça concerne davantage donc les salariés. Relève donc des difficultés en termes de motivation et d'implication donc du personnel. La formation donc est un autre thème qui émerge, hein, donc là de l'étude exploratoire. Donc c'est principalement donc les freins à la formation. J'ai déjà dit, c'est-à-dire que les entreprises ne voient pas l'intérêt de former par manque de résultats aussi, hein, ou par manque ou du fait donc des départs anticipés, donc
Les entreprises sont davantage cantonnées à une gestion des effectifs, qu'à une gestion des compétences, notamment par la formation. Alors c'est aussi ce sentiment d'urgence qu'on appelle aussi court-termiste, permanent, qui conduit les dirigeants à ne pas mettre en œuvre de plans de formation et à réagir au dernier moment et pas de manière programmée et construite. Or, l'évaluation, c'est les mêmes explications. On n'a pas systématiquement d'entretien annuel. La question se pose pourquoi on ferait des entretiens annuels, parce que ça voudrait dire donc une exploitation et aussi derrière une démarche d'analyse des intentions d'évolution et autres. Alors concernant le management, donc le management, je viens de le dire, est davantage donc centré sur le présent, donc sur le court-termisme. Donc il y a un effet de microcosme aussi. Les décisions, elles sont centrées sur le dirigeant. Il y a un effet, c'est-à-dire c'est lui qui détient, c'est lui qui détient le pouvoir donc de l'entreprise, et donc qui prend davantage donc les décisions, ce qu'on appelle l'effet de microcosme, c'est-à-dire que les pouvoirs sont centrés sur le dirigeant et que le dirigeant forcément donc est par conséquent multitâche. Alors, ce qui ressort de ces entretiens exploratoires, c'est les faiblesses de la fonction, les difficultés de la fonction RH. La fonction RH est fortement soumise à la critique. Alors, quand je dis à la critique, c'est les remarques des observateurs eux-mêmes qui font ressortir donc quelles sont les représentations que peuvent avoir donc d'autres personnes sur la fonction RH. Ce qui ressort, c'est que les DRH n'ont pas les pouvoirs, forcément tous les pouvoirs entre leurs mains. C'est-à-dire qu'ils auraient qu'un rôle administratif et le pouvoir de négociation serait entre les mains donc du dirigeant. Que beaucoup de dirigeants se passent de DRH. Que la fonction RH est souvent confiée au comptable, au DAF. Et que certains font le choix délibéré de ne pas avoir donc de fonction RH ou avoir uniquement une fonction administrative. La GRH est également fortement influencée par l'effet d'égotrophie, c'est-à-dire que le pouvoir tend à être concentré dans les mains du dirigeant. Voilà. Alors plusieurs commentaires portent également sur la relation entre la GRH et le territoire. Donc ces experts disent que le territoire manque d'outils pour identifier les compétences, que les bonnes pratiques ne sont pas forcément diffusées, même des grandes entreprises le disent. On souhaiterait avoir davantage d'éléments sur les pratiques, par exemple, de rémunération sur le territoire. Alors, paradoxalement, on est un petit territoire, mais peut-être que sur un petit territoire, donc les personnes se connaissent et donc il n'y a pas de diffusion, sauf les pratiques en dehors donc des réseaux. Alors, on trouve toujours l'attractivité de la fonction publique, l'absence ou le manque de compétences de haut niveau. Et ce qu'on va aussi constater, c'est que les employeurs développent donc des freins psychologiques à l'égard de l'emploi pour s'orienter davantage vers d'autres formes qui sont par exemple la sous-traitance ou les faux patentés. Alors, je blâme pas effectivement ces pratiques parce que ce qui ressort souvent aussi des entretiens, c'est qu'ils disent voilà, notre objectif c'est avant tout de faire fonctionner la boutique. Donc voilà, on va vers d'autres moyens qui sont à notre disposition. Alors ça c'est une première analyse. Deuxième analyse donc qui est apportée sur nos entretiens. Donc vous voyez les résultats là, donc de l'outil Alceste avec 3 classes. Donc on retrouve c'est des termes qui sont dans les plus fortes occurrences et dessous les termes qui sont moins présents donc dans les discours. Avec donc une classe composée de 3 entreprises, donc les grandes entreprises, 3 grandes entreprises,
une deuxième classe, 4 petites entreprises, donc de moins de 20 salariés, dans l'activité commerciale, et une troisième classe avec 2 PME, donc à la fois dans le commerce et technologie. Alors, vous voyez que ça fait pas 11. On est donc à 9 entreprises, c'est-à-dire qu'il y a 2 entretiens qui n'ont pas été retenus, hein, qui ont été écartés par le logiciel, parce qu'il n'y a pas de point commun entre les différents discours, donc ils n'ont pas été rattachés donc à ces classes. Alors je présenterai, voilà, ça c'est un des résultats, donc Alceste, on retrouve par classe et par individu, c'est-à-dire les entretiens, quels sont les termes donc les plus présents. Donc premier constat, premier résultat, c'est que les enjeux RH seraient liés à la taille des entreprises. Donc on aurait des enjeux propres aux TPE, on aurait des enjeux qui sont ceux des PME et des enjeux des grandes entreprises. Donc on va essayer de voir quelles sont justement ces différences entre ces enjeux. Alors dans les grandes entreprises, on a une fonction RH, alors c'est moi qui donne ce titre, c'est une fonction RH structurée ou en devenir, donc à la recherche d'une performance sociale organisationnelle, notion de performance est clairement dite. Donc au-dessus, vous pouvez, je ne vais pas les reprendre, mais pour voir quels sont les mots qui sont plus présents. Donc moi l'analyse, je l'ai construite par rapport à ces mots. Et j'ai recherché qui était le verbatim aussi, et ça on peut avoir un accès direct, qui était associé donc à ces mots, c'est-à-dire les phrases qui reprenaient les termes, ce qui permet de faire une analyse non pas sur des mots, mais sur un discours, donc sur plusieurs phrases ou paragraphes, parce que les mots peuvent avoir des sens bien évidemment différents. Donc on retrouve la notion de RH. Donc dans ces grandes entreprises, il y a effectivement donc une fonction RH. Donc dans un contexte qui est fortement marqué par des contraintes économiques et sociales, celles de ces grandes entreprises, avec de nombreuses parties prenantes qui sont à la fois syndicales, politiques et coutumières. Donc dans ces entreprises, le rôle de la fonction RH, c'est de contribuer à une performance globale. C'est ce qui ressort donc de ces discours de l'analyse. Ces entreprises se dotent d'une fonction RH aussi parce qu'elles ont des gros besoins en termes de manœuvre, notamment en termes de recrutement, mais aussi de ciblage, donc des bons profils. Elles ont des problématiques également communautaires qui apparaissent donc avec l'effet de taille, donc ce qui induit alors une distanciation dans les rapports entre les managers ou entre la RH aussi avec donc les salariés. Donc ces entreprises ont besoin de davantage de cohésion, et donc on le verra, mais effectivement, ce qui va être recommandé, et ce qu'elle cherche à faire aussi, c'est de renforcer donc un processus de socialisation et d'intégration des communautés et surtout pas donc les diviser. Donc le dialogue social a un intérêt majeur dans ces grandes entreprises, comme je l'ai dit, qui sont marquées par un grand nombre de parties prenantes, et la gestion des compétences est également un des enjeux forts. Pour à la fois assurer donc une paix sociale, mais aussi une acceptation par les parties prenantes. La deuxième classe, la petite entreprise, avec un rôle central du dirigeant. Donc ce sont 4 entreprises donc de moins de 20 salariés. Alors c'est intéressant dans l'analyse, c'est qu'on retrouve alors le rapport au temps, donc avec des verbes d'action également. Alors dans cette petite entreprise, on retrouve le rôle central donc du dirigeant, qui a un fort leadership, qui forme ses salariés, qui est au quotidien à côté d'eux, donc en forte proximité, qui transmet des valeurs et le sens au travail. Donc il y a tout un discours sur ça. Donc c'est cette proximité qui favorise ce partage de valeurs. C'est cette proximité qui est également un facteur de performance. Et ils disent clairement que les ressources humaines, c'est le facteur majeur et fragile aussi de la performance donc de l'entreprise. Alors ils passent énormément de temps donc à former les salariés et subissent un coût important, à la fois un coût d'opportunité, un surtemps, lorsqu'il y a un départ donc un départ du salarié. Donc
Donc ça, je vous l'ai fait de nombre. Hein. C'est-à-dire que le départ des salariés a un effet encore plus important dans une petite entreprise, hein, comme un salarié pour une entreprise de 2, avec un effectif de 2, bien évidemment, c'est 50% des effectifs qui sortent, et on ne peut difficilement s'en passer, il va falloir recruter et réengager donc un investissement, ce qui a un coût important pour l'entreprise, hein, en termes de performance, ça veut dire moins de temps consacré au projet. Donc la compétitivité et la performance dans cette petite entreprise, hein, est centrée sur l'humain, et c'est sa principale donc fragilité. Ces entreprises, elles en soucient bien évidemment de la performance et de la compétitivité, et mettent en place aussi un certain nombre donc de pratiques d'intéressement pour accroître donc la rentabilité de l'entreprise et l'implication et la fidélisation donc du personnel. Troisième classe, hein, sont donc les DPME, avec des enjeux qui sont avec les mêmes enjeux mais des pratiques qui sont assez différentes. Hein. Dans une entreprise, on a un DRH, alors que dans l'entreprise, on a un DAF. Hein. Donc on n'a pas de RH, avec le dialogue social, hein, qui est entre les mains du dirigeant. Donc la gestion des compétences, hein, est pratiquée dans ces entreprises. On a une démarche analytique, hein, des compétences qui vise à identifier, accompagner, mettre en œuvre donc des plans d'action. Donc dans une entreprise, il y a un souci en tout cas ils nous disent, alors je ne sais pas comment, mais ils parlent de veille, hein, c'est-à-dire qu'il y a une veille qui est mise en place sur notamment donc des profils qui sont peu nombreux, donc des profils, donc des niveaux de qualification élevés, donc des métiers plutôt rares en Nouvelle-Calédonie. Ils sont également confrontés pour les autres emplois, et notamment donc des emplois locaux, hein, des ressources donc locales, à la question de la stabilité, hein, la question de la stabilité donc ces personnels. Et donc ces entreprises s'imposent, hein, l'obligation de faire progresser donc les salariés, hein, qui ont à la fois un potentiel et qui sont méritants. Donc elles construisent donc une GPEC. Donc l'enjeu, c'est un autre thème qui ressort clairement de l'analyse, c'est avec quelques mots-clés qui s'y rapportent, hein, c'est la gestion des motivations donc des salariés, en développant donc des parcours individuels. Hein. Donc les relations sociales sont également, le souci de relations sociales, le dialogue social est également présent, hein, et ça passe par une communication régulière avec le management et également avec les partenaires sociaux. Alors synthèse, la notion de compétence n'est pas du tout présente, hein, dans le discours des petites entreprises. Alors est-ce qu'on peut dire pour autant qu'elle est ignorée? Non. Hein. Elle recherche des qualifications plus élevées, donc ça correspond aussi aux résultats donc, qui ont été évoqués tout à l'heure. Elles sont toutes dans la recherche de qualifications plus élevées pour faire évoluer donc, les méthodes de travail, pour gagner en rationalisation, et aussi pour l'utilisation donc d'outils numériques. Donc la stabilité du personnel, c'est un enjeu majeur. Alors turnover est un phénomène qui est largement étudié, largement connu ici, hein, mais évidemment il est lié à une baisse d'implication des personnes, mais aussi il faut s'interroger sur le rôle du management. C'est tout ce qu'on rentre pour l'entreprise et que souvent on part à cause du manager. Donc la priorité des relations sociales dans les PME devrait justifier, ou dans les grandes entreprises, hein, devrait justifier un DRH, hein, notamment donc, dans une des deux PME, donc il n'y a pas de DRH, et ils ont quelques difficultés, en tout cas ils connaissent régulièrement des conflits sociaux. La question, hein, qui est posée, c'est pourquoi donc les DRH, hein, seraient privés aussi des relations sociales, hein, dans certaines entreprises. Et ça fait écho aussi aux résultats de la première enquête. La cohésion, alors c'est une affaire de management, hein, la socialisation, c'est souvent l'affaire donc de processus de recrutement, voire de pré-socialisation, hein, avec notamment
les contacts avec les établissements scolaires, et on sait que certains employeurs pré-socialisent, hein, avec des stages, mais aussi avec des interventions lors de conférences dans les établissements, en rappelant et en informant donc sur leurs valeurs. Alors, synthèse, peu d'entreprises anticipent. Alors, quelles sont les formes d'anticipation? Est-ce qu'on n'anticipe pas plutôt une intervention des pouvoirs publics, hein? Je pense notamment au bâtiment avec la loi sur la défiscalisation. On a parlé de veille, mais comment ça fonctionne, cette veille? Quels sont les outils d'observation, hein? Et plus largement, comment construire une relation anticipation et adaptation? Alors, ce serait intéressant d'étudier quelques expériences, hein, justement d'anticipation. Je pense à la création, par exemple, de SSR. Le SSR, donc de Koutio, hein, comment on a anticipé en termes d'effectifs et de besoins. On constate des pratiques différentes des TPE, hein, et des PE, hein, qui s'expliquent par des effets que j'ai cités, hein, qui sont les effets donc de nombre, hein, qui sont les effets de proportion, les effets d'eucotrophie, c'est-à-dire pouvoir centrer sur le dirigeant et la prise de décision, tout ce qui est planification, les effets de microcosme, tout ça qui sont des effets de grossissement, hein, et qui posent problème justement lorsque l'entreprise donc grossit. Alors des contraintes aussi à prendre en compte, hein. Il y a évidemment le syndicalisme d'appareil, dialogue social et salariés qui sont des fois jugés pas assez fiables. Alors quelques préconisations, donc c'est des éléments qui sont déjà sortis, hein, des débats, c'est en tout cas des présentations, hein. C'est qu'un enjeu majeur de la fonction RH, c'est créer de la proximité. Donc c'est une proximité naturelle, hein, dans les TPE, et c'est leur force, hein, et le rôle de la fonction RH, hein, c'est de construire cette proximité. La fonction RH a aussi pour rôle d'anticiper et de conduire le changement, hein, de prévoir les situations de travail, de prévoir les organisations de demain, de prévenir aussi des déqualifications, hein, par des évolutions professionnelles. Voilà, donc la fonction RH doit être un agent donc du changement, en favorisant donc une dynamique de changement, et ça, cette notion de dynamique, hein, attribuée donc au rôle de la fonction RH, et sont repris donc dans les discours. La fonction RH doit être une créatrice de valeur. Alors, c'est quoi la création de valeur? Alors, il y a plusieurs valeurs, on pense à la valeur économique, mais aussi la valeur satisfaction, c'est-à-dire c'est la satisfaction des managers, hein. Certains nous disent que c'est la meilleure récompense, hein. Ces managers satisfaits, alors de quoi? C'est satisfait des recrutements, hein, c'est satisfait des actions mises en place, c'est satisfait. Et dernière préconisation, c'est de capitaliser les savoir-faire, hein, par du e-learning, par exemple, hein, on parle beaucoup justement d'outils numériques appliqués donc aux gestions de ressources humaines. Effectivement, Internet peut transformer la formation, peut permettre une meilleure capitalisation des savoirs et développer donc des savoir-faire. Merci. Bien, on vous écoute. J'espère que ces présentations ont suscité des questions, des interrogations, des remarques, des accords ou désaccords. En tout cas, on est à votre disposition pour y répondre. Il en faut un qui se jette à l'eau, alors j'y vais. Ma question, c'était de savoir si on a été en situation de plein emploi en Nouvelle-Calédonie. C'est plutôt à nos statisticiennes que je vais poser la question. Et j'aimerais que vous puissiez revenir sur l'évolution. Est-ce qu'aujourd'hui, nous voyons le volume des demandeurs d'emploi? Je pense que vous y avez répondu, mais je voudrais qu'on y revienne, augmenter. Je voudrais que vous disiez si vous avez
réfléchi aux risques que fait peser la crise du nickel. Est-ce que c'est susceptible de redistribuer les politiques de formation aussi? Est-ce qu'on n'a pas trop joué sur la formation dans l'industrie? Voilà, c'est un petit peu ça que je voudrais que vous puissiez nous éclairer pendant la discussion. Concernant la première question sur la situation de plein emploi, je pense qu'on ne peut pas complètement répondre à cette question-là aujourd'hui. Ce qu'on a constaté entre 1996 et 2009, quand l'analyse avait été faite des deux recensements, c'est qu'en fait, il y a une population importante qui n'était pas sur le marché du travail avant, qui est arrivée sur le marché du travail. Donc en fait, pour l'instant, on n'est pas encore sur des pratiques stabilisées où tous ceux qui pourraient un jour occuper un emploi sont sur le marché du travail. On est sur une période transitoire avec une population qui ne cherchait pas forcément avant à rentrer dans l'emploi salarié et qui aujourd'hui cherche. Donc il y a le fait que des emplois nouveaux aient été proposés a amené une population qui n'était pas sur le marché du travail à y arriver. Donc on n'est pas encore au bout de ce processus-là, et donc on ne peut pas encore répondre si plein emploi ou pas. Et la deuxième question. Je ne suis pas qualifiée pour répondre en matière de... Oui, ma question était reliée aux préoccupations qu'on constate actuellement et dont la presse fait l'écho, sur les risques de crise du nickel avec les pertes potentielles d'emploi qu'il peut y avoir, soit dans les entreprises, soit auprès des sous-traitants. On sait que ça fait, je ne sais plus quel est le pourcentage, mais une grande partie de la population active travaille dans ces grandes entreprises. Et la question donc est de savoir si on n'a pas trop joué sur ces entreprises-là, est-ce qu'on n'a pas trop parié, y compris dans la formation, là-dessus. Puisque les petites entreprises, traditionnellement plus stables, pourraient fournir finalement un socle d'emploi plus pérenne dans le temps. Je sais pas si ça marche. Oui, ouais, c'est bon. Alors, ce que je peux dire, c'est ce qu'on a vu un petit peu avec les chiffres de l'ISEE, c'est quand même la part quand on regarde la structure des entreprises, le nombre d'entreprises par secteur d'activité et la part des salariés, on voit que par exemple les services dominent en fait. Donc finalement l'industrie a une part importante certes, mais pas la part la plus importante. Donc effectivement, les pertes d'emplois dans la mine vont avoir des conséquences sûrement sur d'autres secteurs, mais peut-être que voilà, la part des services qui est la plus importante, c'est peut-être justement sur ça qu'il faut tabler, et peut-être que ça va compenser. En fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, après, pour revenir à la question du plein emploi, nous à notre niveau, où on peut regarder les demandeurs d'emploi, les offres d'emploi, on ne peut pas non plus répondre à cette question, puisque les demandeurs d'emploi, c'est juste une partie des personnes à la recherche d'un emploi. C'est celles qui s'inscrivent auprès des services de placement. Et les offres d'emploi, c'est pareil, c'est une toute petite partie des offres. En fait, c'est pas toutes les offres. Donc voilà, on ne peut pas analyser non plus cette partie-là. En complément, moi je dirais que par rapport aux chiffres dont on dispose, donc on s'arrête à décembre 2015, pour l'instant, les pertes d'emploi, elles n'ont pas touché les métiers de la mine. C'est pas ni dans la mine, ni dans la métallurgie qu'il y a eu des reculs. C'est encore des secteurs, en particulier dans la mine, où il y a eu des progressions d'emploi moins fortes que les années précédentes, mais la perte d'emploi, elle n'est pas encore dans ces secteurs-là aujourd'hui. Donc l'effort qui a été fait en formation, pour l'instant, il n'est pas encore perdu. Je dis pour l'instant parce que au premier trimestre, je ne sais pas ce que ça donnera, mais donc
c'est effectivement plus sans doute la sous-traitance, plus les métiers associés à l'activité métallurgique ou minière qui ont été pénalisés jusqu'à présent, et pas encore les métiers directs des opérateurs du nickel. Bonjour, j'ai une question concernant... D'abord, je voulais vous remercier pour vos présentations. Et j'avais une question pour Lynn Adjifran concernant votre étude IDC qui est réalisée donc tous les 2 ans. Pouvez-vous nous dire combien d'entreprises répondent à ces enquêtes? Et ensuite, il me semble, parce que moi je réponds à ces enquêtes, on a une donnée aussi de salaire qui est demandée aux entreprises. Et je n'ai pas vu cette année de retour sur les données salaires. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas encore traité la donnée, ou est-ce que vous n'avez pas suffisamment d'éléments? Puisque ça aussi, c'est une donnée importante pour nous, des RH, de connaître et de pouvoir voir un peu les niveaux de salaire dans les entreprises. Oui. Alors, concernant le taux de réponse en fait au questionnaire, sur l'enquête 2015, on était à 39%. Donc, ce qui est un très bon taux, et surtout, c'est représentatif de la population en termes de taille d'entreprise et de secteur d'activité. Pour moi, c'est faible. Un taux de 39% me semble faible, mais... Alors, je dis c'est un bon taux si je compare à des enquêtes, on va dire, similaires en métropole. On a comparé un petit peu, où là, on est plus sur des taux de 20-25% de retour. Du coup, voilà, c'est pour ça qu'on estime que c'est un bon taux de retour. Et c'est surtout la représentativité de la population qui a répondu qu'il faut regarder, en fait. D'accord. Voilà, pour pouvoir après exploiter les chiffres de façon fiable, en fait. Et concernant les salaires, effectivement, c'est une donnée qu'on demande aux entreprises lors de l'enquête. Et on est en train de travailler sur la publication qui devrait sortir dans les prochains mois, normalement. Merci. Bonjour, je me présente, je suis Isabelle Mény, j'enseigne en BTS. Donc, je voulais parler de l'étude qui a été menée par Monsieur Dumas. Il apparaît clairement qu'il y a un manque en gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Est-ce que vous pouvez nous dire si c'est lié à un manque d'outils ou à une certaine réticence par rapport à la non-maîtrise de cette technique? Merci. Oui. Alors, il y a un facteur de taille. La GPEC, qu'elle soit ici ou ailleurs, elle est faite dans des entreprises qui sont beaucoup plus structurées, dans des entreprises qui ont des outils effectivement à la fois d'identification des compétences, de gestion des compétences. Cette gestion de compétences, ça se fait pas, elle n'est pas pilotée par une DRH, donc il faut aussi un management qui au quotidien à la fois suit ces compétences et la met en œuvre. La gestion de compétences est mise en œuvre aussi par le management et pas uniquement par les dirigeants. Donc disons, la gestion, ce qui ressort clairement, c'est celles qui ont mis en œuvre cette gestion des compétences, c'est la grande entreprise. C'est des PME, mais je dirais qu'ils sont... alors, il n'y a pas de représentativité dans l'étude, mais on a bien une PME qui a une démarche d'anticipation, qui a une démarche véritablement d'anticipation, qui a une visibilité sur ses projets, à la fois d'investissement, de développement, et qui a mis clairement donc en œuvre depuis un certain temps l'identification de potentiel dans l'entreprise. Voilà. Donc il y a plusieurs aussi moyens d'accéder à, en tout cas je parle de porte à la gestion des compétences. C'est l'investissement, donc c'est l'entreprise de définir quels sont leurs projets d'investissement, quels sont leurs besoins et ensuite de mettre en place donc un certain nombre d'outils, des outils qui peuvent être simples. Oui. Bonjour, je peux poser une question. Bonjour, je m'appelle Philippe Burg, je suis psychologue du travail, consultant en organisation aussi. J'aurais une question à poser à Madame Adjifran. Si vous pouviez revenir sur les données que vous avez présentées concernant les attentes en matière de niveau de diplôme ou de formation. Vous aviez un
un transparent là, il y a quelque chose qui, alors j'ai peut-être pas bien compris, hein, qui m'a étonné, c'est que les niveaux de formation attendus, c'était de plus en plus, je regarde le schéma global, le niveau bac. Je veux bien entendre que des gens qui font un centre de formation d'apprentissage, ils commencent à avoir un métier dans les mains. Le niveau bac, on a un niveau au mieux de culture générale. Je dis au mieux, je suis aussi enseignant à l'UNC, donc je vois un peu les premières années. Je trouve pas ce niveau d'exigence très élevé. Alors, est-ce que ça veut dire que derrière, on met en place des plans de formation de ces jeunes gens, ou est-ce que c'est une simple recherche de, je vais le dire comme ça, de main-d'œuvre de premier niveau, un peu calibré dans sa tête, et puis après on verra bien. Voilà, je ne sais pas si vous avez quelques éléments d'éclaircissement. Merci. Alors oui, effectivement, donc on a bien une hausse du niveau de diplôme souhaité sur les intentions d'embauche des employeurs, hein, je crois que c'était ça. Alors par contre, c'est pas seulement sur les niveaux bac, c'est niveau bac et plus. Et on a toujours quand même une demande sur les niveaux inférieurs au bac. Voilà. Donc voilà. Après, je sais pas si ça. Est-ce que vous souhaitez d'autres éléments ou je sais pas. Peut-être que j'ai pas bien compris la question. C'est-à-dire que dans le schéma, on voyait effectivement bac et plus, mais sur le transparent, c'était pour ça que je voulais quelques éclaircissements. On voyait que le niveau d'attente vis-à-vis de bachelier augmentait pour les intentions d'embauche. Personnellement, je trouve pas que ce soit un niveau d'exigence très élevé. Si je raisonne uniquement sur du bac, alors est-ce que c'est des bacs pro plus précisément, ou est-ce que c'est juste une tendance pour avoir une main-d'œuvre un peu plus développée en termes de culture générale, mais est-ce que derrière on les forme? Voilà, un jeune bachelier, il sait au mieux réfléchir un peu globalement, mais il n'a pas de métier. Alors ça, je peux pas juger vraiment de ce point-là. En fait. Là, ce que j'ai donné comme information, c'est ce qui a été déclaré par les employeurs. Et donc, on voit dans ce que déclarent les employeurs que leur niveau d'exigence sur le diplôme augmente. Voilà. Après, je peux pas vous dire si la personne est vraiment assez formée ou pas. Ou voilà, à ce niveau-là, je peux pas répondre. J'aurais une question également à l'IDC sur ces statistiques que j'ai du mal aussi à interpréter. Alors, mon interprétation, vous avez dit tout à l'heure, un taux de retour de 39%. Peut-on connaître le chiffre, en fait, qui se cache derrière ces 39%? Combien d'entreprises ont été questionnées, de manière à le savoir, et comment est-ce qu'elles ont été ciblées? Mon interprétation que j'ai faite, en fait, c'est que ces chiffres sont basés sur principalement les demandeurs d'emploi. Or, vous avez indiqué également que la plupart des recrutements se font par bouche à oreille et donc ne transitent même pas par la phase demandeur d'emploi, et donc ils n'apparaissent pas dans cette partie de statistiques. Et à mon sens, la statistique que vous indiquez là, comme quoi la demande en CAP est de moins en moins importante, c'est surtout vis-à-vis de ces employeurs qui recherchent auprès d'un foyer dont ils ont, on va dire, avoir un salaire assez bas, quoi. Alors, il y avait du coup deux sources de données. Donc, il y a l'enquête d'un côté et les demandeurs d'emploi de l'autre. C'est du coup deux sources différentes. L'enquête auprès des employeurs, donc on prend comme base le RIDET de l'ISEE et on interroge toutes les entreprises employeuses. Donc on a vu tout à l'heure qu'il y en avait un peu plus de 6000. Donc on envoie un questionnaire aux 6000 entreprises
Voilà, donc sur toute la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est toutes les entreprises qui embauchent au moins un salarié. Donc le retour est sur à peu près 2000 entreprises. Voilà, on a plus de 2000 entreprises qui nous répondent. Ouais, oui, c'est ça. Ce qui est important. Ok, merci. Voilà. Et après, sur la population des demandeurs d'emploi, c'est la saisie des services de placement provinciaux. Donc là, effectivement, hormis les chiffres du recensement qui peuvent nous éclairer sur le nombre de personnes à la recherche d'un emploi sur la population globale, sinon on n'a pas d'autres données. Voilà. Merci. Je profite d'avoir le micro pour juste une petite question. Il faut le faire circuler, alors très court. Oui, très court. Parce que juste une petite explication de la part de Lisée, un chiffre une information qui m'a surpris, c'est pourquoi est-ce que ça s'écroule au niveau du nombre d'emplois, pourquoi est-ce que ça s'écroule à chaque fois au 4e trimestre? En fait, les statistiques sont construites à partir des déclarations des employeurs auprès de la CAFAT, et on compte le nombre de personnes qui sont encore en contrat au dernier jour du trimestre. Donc la statistique, elle porte sur le nombre de personnes, de personnes ayant un contrat en cours au dernier jour du trimestre. Et donc au dernier trimestre, il y a un certain nombre d'activités qui vont avoir d'activités d'entreprise qui vont être saisonnières et qui vont ne pas renouveler, qui vont mettre fin à des contrats avant la fin de l'année et qui les réemploieront en début d'année suivante. C'est notamment le cas dans l'enseignement, où il y a un certain nombre de gens qui vont avoir un contrat de février à décembre, et au 31 décembre, effectivement, ils seront débauchés. Et on voit des fois des petits décalages. C'est arrivé une année où finalement les déclarations de débauche avaient été faites le 3 janvier au lieu d'être faites le 31 décembre. Et du coup, on avait exceptionnellement pas les mêmes écarts. C'était simplement un décalage de déclaration, mais il y a un certain nombre de secteurs d'activité comme ça qui mettent fin à l'activité de leurs salariés en fin d'année et qui vont les réemployer en début d'année suivante.